La séance est ouverte. Monseigneur, Monsieur le ministre et chers confrères, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Premier président de la Cour de cassation, Monsieur le gouverneur militaire de Paris, Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs les présidents, Monsieur le chancelier, Mesdames et Messieurs les secrétaires perpétuels, chers confrères, Mesdames et Messieurs. La séance solennelle des 5 académies se tient chaque année sous cette coupole le mardi le plus proche du 25 octobre en mémoire de la date de la création de l'Institut de France. C'est effectivement le 25 octobre 1792 que la Convention adopta sur un rapport du citoyen Donoux le projet d'un institut, abrégé du monde savant, corps représentatif de la République des lettres, honorable but de toutes les ambitions de la science et du talent, plus magnifique récompense des grands efforts et des grands succès. Les conventionnels avaient souhaité, dès cette date, que l'Institut puisse raccorder toutes les branches de l'instruction, dans une tradition à laquelle appartiennent Fénelon et Condorcet. Le premier avait imaginé un jeune Télémaque instruit avec le plus grand soin par la déesse Minerve, aujourd'hui symbole de l'Institut de France. Quant au second, il avait exprimé le souhait, dans son 5e mémoire sur l'instruction publique, de joindre à l'enseignement destiné à la jeunesse l'instruction que tous peuvent attendre des sociétés savantes. Les conventionnels avaient aussi voulu que l'Institut de France récompense les vertus civiques et encourage les jeunes savants. C'est sa seconde mission et la raison pour laquelle cette séance solennelle de rentrée est doublée chaque année d'une séance solennelle de remise des grands prix des fondations de l'Institut de France qui se déroule au mois de juin. Cette mission confiée à l'Institut par la Convention a été confirmée par le législateur dans la loi du 18 avril 2006 qui a souhaité réaffirmer son rôle dans le perfectionnement et le rayonnement des lettres, des sciences et des arts. Je voudrais saisir l'occasion de cette tribune pour saluer tout particulièrement le président et les membres de la Fondation Onassis, dont une prestigieuse délégation est présente aujourd'hui parmi nous, et annoncer en leur présence la création par la Fondation Onassis de 2 grands prix abrités à l'Institut de France dans le domaine des belles lettres et dans le domaine du droit, et à l'attribution desquels participeront activement l'Académie des inscriptions et belles lettres, l'Académie française et l'Académie des sciences morales et politiques. Comme l'écrivait mon confrère Gabriel de Broglie, chancelier de l'Institut de France, par cette initiative en faveur de la culture et de l'éducation, la Fondation Onassis mène une action en profondeur dans les pays du pourtour méditerranéen, en s'affirmant comme un partenaire privilégié pour toute politique de rapprochement des cultures et du dialogue des civilisations dans les domaines de la culture et de l'archéologie, en direction du monde et des rives de la Méditerranée. Mon confrère Jacqueline de Romilly, si admirée ambassadrice en France des humanités grecques et citoyen d'honneur de ce beau pays, se joindra volontiers à tous nos confrères et à moi-même pour dire à la Fondation Onassis notre joie et notre gratitude. On le voit, il ne faut pas oublier la générosité des fondateurs et des mécènes. Elle soutient grandement l'Institut dans sa mission première de concourir à l'instruction. Et c'est pour célébrer la tradition de cette mission, mais aussi pour la renouveler, que l'Institut a choisi cette année pour thème de notre séance solennelle de rentrée de l'éducation aujourd'hui. Il reviendra donc aux orateurs délégués par chacune des 5 académies de traiter ce sujet. Mais avant de leur donner la parole, j'ai le triste devoir de rappeler la mémoire de tous nos confrères disparus depuis la dernière séance solennelle de rentrée qui eut lieu le mardi 23 octobre 2007. Nous avons perdu à l'Académie française Alain Robbe-Grillet, à l'Académie des inscriptions et belles lettres parmi les associés étrangers, Grégory Bongard-Lévin, parmi les correspondants étrangers, Éric Zurker et Paul Ström. À l'Académie des sciences, Charles Fehrenbach, Henri Cartan, Roger Monnier. Parmi les associés étrangers, Wolfgang Panofsky, Seymour Benzer, Nell Bartlett.
Parmi les correspondants, Adolphe Pacaud, Jean-Paul Binet, Élie Volman, Lucien Laubier. À l'Académie des Beaux-Arts, André Bettencourt, Maurice Béjart, Albert Ferraud, Marc Saltet, Pierre Dehaye. Parmi les correspondants français, Jean Rollin. Parmi les correspondants étrangers, Florence van der Kemp, Pietro Caccella. Et à l'Académie des sciences morales et politiques, Jean Foyer. En leur mémoire, je vous demande de respecter 1 minute de silence. Je vais maintenant donner la parole aux orateurs délégués par chacune des 5 académies pour parler de l'éducation aujourd'hui. C'est à M. Bernard Bourgeois, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, qu'il reviendra de prononcer le premier discours en s'appliquant à réinstituer l'éducation en sa raison. Monsieur Pierre Lénat, délégué de l'Académie des sciences, se posera ensuite la question de la science pour tous, illusion ou nécessité, avant que l'importance de l'enseignement de la musique dans l'éducation ne soit traitée par Madame Édith Cana de Chizy, déléguée de l'Académie des Beaux-Arts. Le délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Monsieur Franciscus Verhelen, s'interrogera, lui, sur éducation en Asie, des enjeux pertinents pour l'Europe. C'est enfin Madame Jacqueline de Romilly, déléguée de l'Académie française, qui conclura la série des discours en se penchant sur enseignement et éducation. Mais je veux sans plus tarder donner la parole au premier orateur, Monsieur Bernard Bourgeois, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, pour la lecture de son discours intitulé « Réinstituer l'éducation en sa raison ». Merci. L'éducation semble aujourd'hui plus vivante que jamais, et dans la réalité et dans les pensées. Dans la réalité, les métiers d'éducateurs prolifèrent, les formations se diversifient, les écoles se multiplient de par le monde. Dans les pensées, qui, aujourd'hui, ne dit pas son mot sur l'éducation? Il est vrai que, semblablement, il y a 200 ans, peu après la fin du siècle qu'on appela le siècle pédagogique, celui, en un sens, de Rousseau et de Pestalozzi, mais en un autre sens, dans l'autre sens, de Condorcet et de Kant. Tel auteur constatait que dans les familles, dans les réunions de société et dans les salles de cours, l'éducation était le maître mot. Son ouvrage traitait déjà de l'éducation des éducateurs. Il illustrait bien ainsi le retour sur soi, le recourbement sur soi, le cercle narcissique d'une entreprise souvent tentée de se nourrir d'elle-même dans un lassant formalisme. À cet égard, les choses n'ont guère changé. Ce qui a changé, c'est le contexte de cette inflation pédagogique. Elle était autrefois programmatique, soulevée par la volonté largement consensuelle de faire s'accomplir l'institution de l'éducation. Elle est maintenant une réaction en elle-même très conflictuelle
à la mise en cause réelle du caractère institutionnel de cette éducation. Or, l'inversion du sens de la relation entre l'institution et l'éducation est décisive pour le destin de cette dernière. Car si, d'une part, toute institution est un tout autonormé, s'autonomisant par là dans le flux social, et qui noue en lui, entre eux, un objectif valorisé, des procédures réglées, ainsi que des agents au rôle fixé. Et si, d'autre part, l'éducation est un tel tout, mais ordonné lui-même à l'objectif total, puisqu'il s'agit de l'humanité s'élevant à elle-même en se transmettant à chaque homme, alors l'éducation n'est pas simplement une institution, elle est l'institution par excellence. N'a-t-on pas d'ailleurs dénommé institution les maisons d'éducation? L'éducateur est toujours et partout l'instituteur qui élève l'homme. Et toute éducation, aussi bien familiale et sociale que proprement scolaire, comporte à sa façon, selon son mode, la relation nucléaire du maître et de l'élève. C'est pourquoi une éducation qui ne veut plus, même à l'école, du mot d'instituteur, et qui n'aime d'ailleurs guère plus celui d'élève, montre qu'elle ne sait plus ce qu'elle fait, ni ce qu'elle est. On en est pourtant venu là. Dans les dernières décennies, la complexification accélérée d'une existence socio-culturelle aussi intensivement éprouvée, que ce soit dans l'élan de l'allégresse ou les élancements de la détresse, condamnait l'institution en tant que telle, l'institution dont la normativité structurante exige de la vie qu'elle s'établisse, qu'elle se stabilise, et cela à distance d'elle-même. On dénonça donc comme mortes des institutions bien réelles et qui parfois résistent encore. Inversement, on réclama la reconnaissance statutaire ou institutionnelle de l'excès même de la vie en ses excès, pseudo-institution dérisoire de la négation même de l'institution. Cette double contradiction, cette contradiction redoublée devait miner, bien sûr, d'abord l'institution des institutions qu'est l'éducation. Ces objectifs, service de la communauté, transmission culturelle, accomplissement personnel, furent brouillés. Ces lieux, famille, école, société, furent chacun à l'intérieur de lui-même et tous, entre eux, désarticulés. Ces actes et ces acteurs furent replongés de la normativité des rites et des rôles qui étaient les leurs dans l'interaction apparemment vivifiante d'un éduqué et d'un éducateur qui dissolvaient leurs différences institutionnelles dans la variété et la diversité infraculturelle, destituant aussi l'école du jeune et de l'adulte de référence, comme on aime à dire. Négociant, oui, négociant entre eux, en tant qu'êtres purement naturels, simplement différents par l'âge, ce qui ne pouvait être qu'un semblant d'institution de leur rapport éducatif, ils empêchaient dès lors celui-ci de naître et l'acte éducatif se singea désormais dans l'insignifiance. Ne voulant plus être réellement instituée, l'éducation à une vie qu'elle devait élever au-dessus d'elle-même se rabaissait bien à la simple répétition absolument inutile de cette vie et se niait par là comme éducation. Nombre de ces théoriciens
et de ses praticiens firent alors de la nécessité d'un tel processus une vertu qu'ils crurent d'autant plus pouvoir justifier que lui-même, ce processus, semblait prouver, semblait vérifier, entre autres, un grand projet se voulant révolutionnaire du Nouveau Monde. L'Amérique, en effet, avait bien appelé, voilà un siècle, à travers un Dewey, à cultiver immédiatement pour eux-mêmes à l'école, à travers leur heureuse conjugaison, ménagée par la vie en cette école libérée, à la fois l'épanouissement de l'individu et sa socialisation. L'idée, en fait, était encore plus ancienne et elle est toujours présente dans un débat éducatif dont il faut bien dire qu'il est, au fond, bien peu novateur. Aussi bien l'idée antagoniste de l'éducation comme relation, comme médiation institutionnelle entre l'homme advenant et l'homme fait y avait fixé, elle, depuis toujours, ses principes. Que retenir donc aujourd'hui de ce débat? Vraie est l'idée dite nouvelle de l'éducation, à savoir que l'éduqué, parce qu'il fait sienne la libre influence sur lui de l'éducateur, s'éduque lui-même librement. C'est pourquoi, pas plus qu'il n'est possible, car l'histoire ne rétrograde pas, elle voue à l'échec la simple restitution ou restauration, il n'est bon, car on n'est jamais trop libre, de revenir en deçà de l'intensification actuelle de la demande de liberté dans l'éducation. Mais encore doit-il s'agir de la liberté vraie. Or, celle-ci, comme autodétermination, c'est-à-dire autodélimitation, bref, autolimitation, introduit entre soi et soi une rupture, une négation. C'est ce moment du négatif, mais de valeur si positive, qu'il faut réintroduire dans l'éducation en la réinstituant. Or, immense est la tâche de rendre à nouveau présent pour le soi éduqué son négatif, l'autre qu'il doit devenir à travers le moment aliénant essentiel à toute éducation. Cet autre que l'éduqué est déjà en puissance, latent en lui, caché d'abord en lui, doit nécessairement se manifester à lui d'abord comme la puissance extérieure d'un éducateur ayant autorité sur lui. Cette autorité ainsi actualisée est plus profondément celle des pouvoirs, des savoirs et des vouloirs en lesquels s'est formée l'humanité et qui constituent par là l'être même de cette grande éducatrice. Ils doivent donc être reçus avec ordre et rigueur quant à la méthode pédagogique et suivant leur ordre propre quant au contenu transmis. Loin des fantaisies subjectivistes, de l'éducation en sa dérive pluridécennale, il faut rétablir en même temps la discipline et les disciplines. Assumer sans honte, oui, assumer sans gêne, l'inégalité de la relation éducative qui, d'ailleurs, n'exprime au fond rien d'autre que l'autonégation en l'homme de son inégalité encore existante à l'humanité accomplie. Tâche difficile, surtout aujourd'hui, puisqu'il faut reconnaître la liberté première de l'éduqué, plus fortement revendiquée que jamais. Tâche qui requiert la maîtrise de la contradiction structurelle, désormais aiguisée de l'acte éducatif, à savoir traiter l'éduqué en même temps comme déjà libre et pourtant comme étant encore à libérer. Déjà libre, car la liberté, ce commencement absolu, ne peut naître que d'elle-même,
À libérer, car elle n'est qu'en naissant sans cesse d'elle-même, qu'en ne faisant pas qu'être et se subir, mais en se faisant, qu'autant qu'elle se libère précisément d'elle-même la liberté, en se réglant. L'éducation doit aujourd'hui ainsi laisser au maximum s'épanouir un être déjà libre, mais aussi en le faisant et ses contraintes, au maximum se libérer sous le commandement en lui de l'humanité, parce que l'homme ne s'affirme jamais simplement à l'indicatif, mais toujours seulement à l'impératif, c'est-à-dire sous une loi. L'éducation française dans l'école républicaine n'a pas réussi si mal à concilier le soin de la spontanéité des élèves, cultiver dans le jardin, c'était le mot de Jules Ferry, de la leçon de choses, et la discipline de l'apprentissage traditionnel de la grammaire, hérité des si efficaces instructeurs de la célèbre compagnie. L'école fut alors plus sage en son exemplaire pragmatisme, oui, j'insiste, pragmatisme, que les idéologies contenues en tous sens en elle et dont l'explosion doctrinaire ultérieure allait la faire éclater. Le salutaire pragmatisme de l'éducation confirme bien celle-ci comme un art, sans doute le grand art à réhabiliter en tant que tel sans délai. Un art, il faut le rappeler en notre temps, contre la prétention qu'ont parfois, que dis-je, qu'ont souvent, que dis-je encore, qu'ont trop souvent, les sciences de l'éducation à se faire par elles-mêmes éducatrices. En tout son intérêt, la rationalité savante découverte dans la genèse et le fonctionnement des structures de l'esprit laisse cependant échapper la liberté suprastructurelle de cet esprit. Cette liberté se détermine par des raisons, et non pas simplement par des causes, par ces raisons qui lui soumettent à chaque fois, dans la mise en ordre qu'elle fait d'eux, les liens fonctionnels et les enchaînements de la causalité. L'esprit se comporte en cela raisonnablement, car la raison existe et s'expérimente comme la puissance personnelle d'unification, de mise en cohérence, de totalisation de l'existence. C'est là le fondement du sens de la responsabilité qui doit réinvestir tout le champ de l'éducation. Oui, assurément à la rationalité, mais le rationnel, ce neutre substantivé en elle, ne doit pas neutraliser le sujet responsable, raisonnable, qui actualise en lui la raison même, la simple raison, fondamentalement pratique ou morale, comme Kant l'a si bien vu. Plutôt donc la raison, première et dernière, que seulement la rationalité, ou, car elle se brise dans les différentes sciences, les rationalités. C'est cette raison originairement et à la fin des fins simple, immédiatement agissante comme bon sens, qui doit présider enfin à la réinstitution urgente de l'éducation. La raison dans l'éducation, mais une raison proprement éducative, car si la raison systématise en les harmonisant toutes les dimensions de l'existence, elle le fait à chaque fois suivant les exigences de la dimension où elle s'exerce. L'éducation, l'auto-éducation de l'humanité a ses exigences propres, immanentes, qui s'expriment dans son institution et dont la méconnaissance l'a fait échouer. C'est le cas notamment lorsqu'on veut ramener la raison éducative à la raison sociale
ou à la raison citoyenne, ainsi dit-on en cette période de civisme tempéré. Certes, le monde de l'éducation s'ouvre sur le grand monde, mais c'est comme sa fondation, non pas comme son reflet, ce qu'il est toujours, malgré lui, toujours trop. Il faut en lui remettre à l'œuvre la raison éducative dont l'explicitation philosophique, je le souligne, c'est assez rare, a fait exceptionnellement s'accorder à son sujet tous les grands penseurs. Au service de l'idée ainsi forte de cette raison, qui est justement à sa mesure, l'État doit mobiliser sa force extérieure de puissance toujours souveraine sur terre, aussi et peut-être surtout quand elle se limite, car la libéralité est la mesure de l'autorité véritable, de même que la bonté est la mesure de la puissance vraie. L'État doit donc se faire ainsi le chevalier de l'éducation nationale, dont la réinstitution passe d'abord par lui, l'institution qui institue. Il a trop souvent été lui-même gagné, je veux dire perdu, par l'irresponsabilité qui se répandait dans l'éducation, dans les difficultés, et Dieu sait qu'elles étaient grandes, alors qu'il devait savoir, alors qu'il pouvait savoir, trop souvent, il n'a pas voulu savoir, s'offrant au jugement probablement sévère d'une postérité certainement surprise. Mais enfin, je crois que le temps est effectivement désormais venu ou revenu pour l'État de vouloir, et de vouloir parce qu'il épuise sa plus grande force, de vouloir que soit l'éducation en sa raison, en sachant toutefois que celle-ci fait porter intérieurement son ordre propre par une vie propre, la sienne, qui est la haute vie de l'esprit. Cette vie, au plus loin de l'activisme vide, où se complaît une médiocre pédagogie ne s'intéressant qu'à elle-même, élève l'esprit à lui-même par la fréquentation réitérée de ce qu'il est, c'est-à-dire parce que l'esprit est en se faisant de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait, de ses œuvres, de ses grandes œuvres, les fréquenter, celles-ci, dans l'admiration. Soulevé par leurs sublimes difficultés, l'esprit éprouve le gai savoir de la victoire sur soi. La pédagogie de l'admiration devient ainsi également la pédagogie de la fierté. Alors grandit à ses propres yeux, l'éduquer s'enhardit jusqu'à se faire examen critique, interrogation libératrice, s'inclinant devant ce qui est grand, devant ce qui est beau, suscité et appelé par eux, il se redresse et sans vanité ni caprice, il ose. Il faut, et voici l'essentiel, que renaissent ces deux pédagogies, la pédagogie de l'admiration et la pédagogie de la fierté, ces deux pédagogies tellement absentes de nos jours. Dans leur tension vivifiante, car elle est telle par la vie vraie propre à l'esprit, elles ne font pourtant qu'une pédagogie qui est la grande pédagogie, qui est toute la pédagogie. La réinstitution à venir de l'éducation, à travers une telle pédagogie, ne peut donc se fonder qu'à l'école de celui qui jadis l'inaugura, l'école du grand éducateur de l'humanité, qui, dialoguant en quelque sorte avec lui-même, s'entre-exprima à la fois dans la parole vive, la plus interrogeante, car c'était Socrate, et dans l'œuvre écrite la plus admirable, car c'était Platon.
Merci, chers confrères. La parole est maintenant à Monsieur Pierre Lénat, délégué de l'Académie des sciences, pour la lecture de son discours intitulé « La science pour tous, illusion ou nécessité ». Nous sommes dans la maison de Ménone, à Athènes. Socrate s'adresse à l'esclave, s'assure d'abord qu'il parle grec, le questionne sur la duplication géométrique de l'ère du carré. Ainsi, la première leçon de science de notre histoire débute par le souci d'une langue commune, puis elle se poursuit par un contrôle, non de l'élève, mais du maître. Aie l'œil sur moi, mais non, au cas où il t'arriverait de me trouver en train de lui donner un enseignement ou une explication, au lieu de le questionner sur ce qu'il pense. Socrate met ainsi en scène une géométrie destinée à l'esclave, une mathématique qui ne prescrit pas, mais qui écoute et fait confiance à l'âme humaine, tandis que le maître, et quel maître, se place lui-même sous surveillance. Voici donc, affirmé par ce maître, l'étonnante possibilité d'une science pour l'esclave, c'est-à-dire pour tous. S'agit-il d'une illusion généreuse, sorte de tour de passe-passe d'une habile démonstration, ou bien d'une réalité qui tout ensemble découlerait de notre commune humanité et de la nature même de la science? Telle est bien la question qui nous occupe encore aujourd'hui lorsqu'il faut dessiner l'école de ce nouveau siècle. Cette question traverse l'histoire. En 1592 naît en Moravie un précurseur inspiré, Comenius. Il invente l'école maternelle et défend une école pour tous, où se partageraient les premiers éléments de cette science qui prend son envol avec la Renaissance. 2 siècles plus tard, Condorcet, à son tour, dans ses Saints Mémoires sur l'instruction publique, prend aussi le parti d'une science pour tous. La foi que le paysan peut accorder à l'homme de science doit être éclairée par l'instruction afin que le paysan juge d'après sa raison et ne se fie point à l'argument d'autorité guidé par une aveugle confiance. Nous passons donc ici du possible, affirmé par Socrate, au nécessaire, voulu par le siècle des Lumières. 2 siècles plus tard encore, dans une zone d'éducation prioritaire au nord de Paris, nous voici dans une école difficile. Pendant cette leçon de science, tous les enfants sont invités à mettre la main à la pâte. Une classe de CM1 présente aux visiteurs son travail de l'année sur l'électricité. Avec fil et batterie, Valentin, 10 ans, réalise un circuit, allume des ampoules. Puis, le circuit est modifié. Comment vont-elles briller? Hypothèse, discussion, vote des quelques adultes et enfants présents. Valentin, est-ce la majorité qui a raison? Réponse à la fois ferme et timide. Non, monsieur, c'est l'expérience qui va décider. Valentin, 10 ans, vient, sans le savoir, de rejoindre Galilée. Pour autant, Valentin donne-t-il raison à Condorcet? C'est bien la question. Notre système éducatif peut-il se voir assigner l'objectif d'une science pour tous, comme lui est assigné celui d'apprendre à tous à lire, à écrire, à compter ou à parler 2 langues? La légitimité d'une telle ambition, qui ne saurait être le vœu corporatiste d'un cénacle scientifique, fût-il éminent, repose sur l'extraordinaire pacte que la science veut et sait construire entre l'individu, la nature et la société. En créant la mathématique et en comprenant la nature, l'individu dépasse sa propre subjectivité pour toucher à la vérité. En partageant son savoir, il l'augmente. En l'appliquant, il ouvre à la société une maîtrise de la nature et d'elle-même. Il y a là une véritable utopie politique
que tout scientifique porte en son cœur, malgré les détournements, les inégalités qui demeurent, les horreurs des guerres modernes, une espérance et un universalisme dont, pendant les 2 siècles qui viennent de s'écouler, notre société s'est nourrie et sur lesquels elle a organisé, en partie au moins, son projet d'éducation. C'est bien dans ce but, celui de la construction d'une communauté des esprits, que Michel Serres propose de nourrir désormais le projet éducatif par le grand récit commun, universel, que c'est aujourd'hui raconter la science. Ce récit qui dévoile, puis met en perspective l'émergence de la matière, la formation des galaxies, la puissante évolution qui conduisit aux molécules, à la vie et aux phénomènes humains, comme peut-être à 1000 autres formes aujourd'hui encore inconnues dans notre univers. Quelle merveille que ce récit, quel souffle d'esprit que chacun peut entendre dans sa langue et à son niveau. Enfants de CM1, adolescents de nos banlieues, biologistes creusant le sillon ouvert par Darwin ou récents prix Nobel de physique sondant la cosmologie primordiale. Pourtant, voici qu'un constat de crise ébranle ce pacte séculaire. Écoutons aujourd'hui les pays développés par la voix de l'OCDE, les États-Unis par celle de la National Science Foundation, l'Europe par celle du récent rapport de Michel Rocard. Chacun adhère fortement à l'objectif d'une science pour tous, mais constate, à des degrés divers, que l'enseignement scientifique est très inadapté. Et toutes ces analyses plaident pour une profonde transformation de celui-ci. Elles énoncent des objectifs politiques en soulignant l'urgence de leur mise en œuvre. Et la Chine, pourtant marquée par un contexte historique si différent, l'affirme aussi récemment par la grande voix de son Conseil de l'État. Nous étions pourtant si certains des vertus que la science enseigne. Nous aimions une science institutrice, selon la belle expression d'Yves Quéré, celle qui instaure chez l'enfant créativité et honnêteté, tolérance et écoute, admiration pour la beauté du monde que célèbre François Scheng, ces valeurs que la science met en œuvre depuis sa naissance et chaque jour dans nos laboratoires. Nous pensions que la recherche de la vérité, l'humilité devant les faits, le primat de l'expérience, l'échange d'arguments fondés en raison était la rude mais bienfaisante discipline qui instillait chez l'enfant ou l'adolescent des germes d'une plus grande humanité. Nous serions-nous donc trompés pour que l'éducation à la science soit aujourd'hui soupçonnée d'être inutile, sauf pour les spécialistes? Au lycée, avons-nous vraiment risqué que les bacheliers n'étudient désormais de la science que quelques éléments de mathématiques considérés comme utiles aux gestionnaires et financiers? Merci, Monsieur le Ministre, chers confrères, d'avoir éloigné de nous ce spectre. Face à l'essor de la science contemporaine, à l'ubiquité de la technique sa sœur, aux moyens de diffusion de l'information, aurions-nous cultivé une illusion? Que s'est-il donc passé pour que ce pacte ancien vienne à se craqueler? Avec l'antique leçon de choses, notre école primaire obligatoire avait dès sa naissance donné place à la science pour tous. Mais 20 ans après que se fut calmé le tourbillon né en 1968, cette école abandonna les sciences expérimentales au profit d'un retour aux fondamentaux, répété aujourd'hui sous forme d'un slogan claquant comme un drapeau, un lire, écrire, compter, où même les mathématiques perdent leur goût savoureux. Que notre école primaire ne tienne pas ses promesses pour un nombre trop grand d'élèves est indiscutable et désastreux. Mais cette focalisation quelque peu incantatoire est aussi bien étroite. On peut aussi lire et écrire avec les sciences. Dans notre collège unique, mathématiques et sciences n'éveillent plus guère la passion des jeunes. Bien souvent, ils ne les cultivent que parce qu'au lycée, la lettre S signifie plutôt sélection que science. Cette science qui se voulait promesse d'égalité, la voici désormais qui instaure la différence sociale. Quant à la pédagogie, alors que nos élèves sont avides de savoir comment fonctionne le monde et veulent assouvir leur curiosité, ils comprennent mal que tienne tant de place la résolution de problèmes formels portant sur des sujets étroits dont ils recherchent la pertinence pour leur propre vie
lors d'une adolescence où chaque cœur s'emplit de désirs. Enfin, la complexité des contenus mêmes de la science contemporaine et de la technologie, sa sœur jumelle, ne rend-elle pas illusoire l'espoir de pouvoir les communiquer à tous? Entre nous, mais surtout devant l'opinion et le pouvoir politique, il nous faut donc ranimer le pacte ancien. Nous avons évoqué le consensus qui va de l'Europe à la Chine, de l'Allemagne, où manquent aujourd'hui 40 000 ingénieurs, aux États-Unis, dont les jeunes scientifiques viennent davantage du reste de la planète que de ce pays lui-même. L'économiste Jean-Claude Berthélemy souligne que le piège de pauvreté qui enserre tant de pays en Afrique et ailleurs ne se dessert qu'avec une solide éducation de base où la science est présente, ainsi qu'en font l'expérience depuis un demi-siècle Corée du Sud, Thaïlande, Malaisie ou Lesotho. Traitant de la scolarité obligatoire qui en France est identique pour tous les élèves, le législateur français affirme en 2005 la nécessité d'une culture scientifique et humaniste pour favoriser le libre exercice de la citoyenneté. Ce n'est donc pas tant la nécessité du développement scientifique qui est mise en question de par le monde que la possibilité d'y faire adhérer les jeunes générations. Ne nous y trompons pas, c'est au cœur de l'éducation que le défi trouvera, ou non, sa réponse. La nécessité d'une science pour tous est si forte et si pressante que nous ne pouvons renoncer, mais tenir ce but pour une illusion est si partagée, parfois si fondée, que la situation appelle une véritable révolution. Il faut transformer en profondeur nos façons d'enseigner sciences et techniques dès l'école primaire, puis au collège et au lycée. Avec Georges Charpak, depuis 12 ans, notre Académie des sciences, soutenue par de généreux mécènes de l'Institut, porte dans la durée auprès des enseignants et des pouvoirs publics une volonté de changement et développe par son action la main à la pâte les outils qui y sont nécessaires, en lien étroit avec l'Europe et le reste du monde confrontés aux mêmes défis. Elle prolonge aujourd'hui cet effort au collège pour y rendre moins étanches des cloisons disciplinaires héritées de l'université, émorcelant à l'excès les connaissances au détriment de tous, mais surtout des élèves les moins aidés par leur famille. Elle ne cesse de rappeler le lien fondamental qui, depuis toujours, unit la science à la maîtrise et, plus encore, à la beauté de la langue. L'Académie souligne le rôle décisif des professeurs dans l'image que les jeunes se font très tôt de la science et de ses liens avec la technique. Elle veut mobiliser le monde scientifique pour accompagner ses professeurs dans leur métier. Elle adjure aujourd'hui les universités de se consacrer pleinement à la mission de formation qui leur est désormais confiée au sein de leurs instituts universitaires de formation des maîtres. Elle plaide sans relâche pour une formation continue qui soit digne de ce nom. Car il ne s'agit pas tant pour ces professeurs de se tenir à jour des derniers résultats d'une science proliférante que de garder vivante leur capacité d'étonnement, d'observation et d'analyse. Elle plaide enfin pour une devise qui soit mieux adaptée à notre siècle, celle de lire, écrire, compter, raisonner. Socrate voulait révéler à l'esclave cette âme immortelle qui l'habitait et qui pouvait dupliquer le carré. À la suite de Federico Cesi, fondateur de la première Académie des sciences à Rome, nous appelons aujourd'hui curiosité, ce désir naturel de savoir, ce penchant intérieur commun à tous, qui veut comprendre, qui peut savoir, qui est à la source de toute science et que l'éducation doit nourrir. Je n'ai pas d'obligation plus pressante, écrivait Albert Einstein, que celle d'être passionnément curieux. L'interprétation proposée par Stanislas Dehaene pour déchiffrer les mécanismes cérébraux mis en œuvre dans la lecture, celle d'un recyclage neuronal, nous permettra peut-être un jour de comprendre comment l'évolution a pu reconfigurer des neurones et ainsi développer la curiosité. Ces neurosciences nous apprendront peut-être à la mieux cultiver, mais dès aujourd'hui, nous savons que l'éducation doit et peut le faire, et ce n'est pas si difficile pendant cet âge d'or de la curiosité qu'est l'enfance. Comme le souligne une philosophe contemporaine, il existe en langue allemande
une belle séquence qui relie la parole, Wort, à la réponse, Antwort, puis à la responsabilité, Verantwortung. Notre enseignement scientifique s'est jusqu'ici beaucoup soucié des deux premiers termes. Alors que les deux sœurs jumelles, sciences et techniques, façonnent le monde et la vie de chacun, il est temps que l'éducation qui les transmet fasse sa place au troisième terme. Car faire appel à la générosité de la jeunesse, en prélude à sa responsabilité, est peut-être le moyen le plus sûr de lui faire aimer les sciences pour mieux aimer les hommes. Merci, chers confrères. La parole est maintenant à Madame Edith Cana de Chizy, déléguée de l'Académie des Beaux-Arts, pour la lecture de son discours intitulé « L'importance de l'enseignement de la musique dans l'éducation ». J'ai eu la chance de naître dans une famille de mélomanes avertis et enthousiastes, où l'on pratiquait la musique depuis des générations. Dans ce milieu, le statut de musicien amateur, entre guillemets, était pleinement vécu et tout naturellement assumé. Par contre, celui de musicien professionnel, entre guillemets, n'était pas même envisageable. J'ai ainsi grandi dans l'écoute de la musique, tout d'abord le piano de mes sœurs, puis les grands concerts symphoniques de Lyon où mes parents m'emmenèrent très jeune. Je garde de cette époque le souvenir inoubliable de ma première expérience de musique de chambre. Sachant à peine jouer du violon, on me fit déchiffrer la marche funèbre du quintet de Schumann. J'avais 8 ans et cette musique est restée gravée dans ma mémoire. Par la suite, ayant donc passé du statut d'amateur à celui de professionnel, malgré l'opposition paternelle, ce qui ne fut pas chose facile, l'enseignement prit une place importante dans ma carrière, parallèlement à mes activités de compositeur. L'enseignement du violon, puis la direction de conservatoire, enfin actuellement l'enseignement de la composition au CNR de Paris. Mon goût pour ces activités pédagogiques s'est très certainement enraciné dans cette approche essentiellement sensorielle de la musique qui a marqué mon enfance et que j'ai voulu faire partager aux élèves qui m'ont été confiés. Quand j'observais, par exemple, au conservatoire que je dirigeais alors, que des jeunes se réunissaient spontanément pour faire de la musique, j'avais la satisfaction d'avoir atteint mon but. Car il y a dans l'enseignement musical en France un divorce entre le savoir et la pratique, entre jouer d'un instrument et savoir jouer d'un instrument. Aristote avait déjà noté ce rapport paradoxal et se demandait comment on pouvait apprendre à jouer de la cithare, puisque pour apprendre à jouer de la cithare, il faut jouer de la cithare, et que si l'on joue de la cithare, c'est que l'on sait déjà jouer de la cithare. Cercle vicieux, d'où l'on ne peut sortir que par le courage de faire sans savoir déjà faire, ce qui a été mon cas dans cette expérience du quintet de Schumann. Tout comme celui qui a appris à nager en équilibre sur un tabouret doit inéluctablement avoir le courage de se jeter à l'eau. Courage, mais aussi confiance en ses propres capacités d'expérimenter. Et surtout, désir. C'est le désir qui pousse un enfant à expérimenter beaucoup plus qu'il ne peut. Comme cette petite Palestinienne de Ramallah, qui a supplié Daniel Barenboim de lui trouver un professeur. Elle voulait jouer du violon. Barenboim lui a permis d'apprendre. 2 ans après, elle faisait de l'orchestre, avant d'entrer dans celui du Daivan. Ce désir de faire de la musique ne peut venir que d'une expérience première et fondatrice. L'écoute d'un concert, la rencontre d'un musicien,
la séduction d'un instrument. Comme le dit ce petit Israélien de 11 ans, né à Nazareth, qui a découvert la musique à la télévision. J'ai commencé tout seul, personne ne m'a poussé. J'avais 5 ans et je me suis dit « je veux étudier le violon ». Il fait maintenant partie également du Divan Orchestra, dont il est le plus jeune musicien. Tous ceux qui se penchent sur la nécessité d'améliorer l'enseignement musical en France s'accordent à insister sur le développement de la pratique musicale, que ce soit celle du chant choral ou celle des pratiques d'ensemble. C'est donc aussi à partir d'initiatives et de réalisations concrètes que nous pourrons mettre en évidence l'incidence de la pratique de la musique sur l'éducation des jeunes. Prenons d'abord l'exemple de cette expérience des orchestres à l'école, initiée par Jean-Claude de Calonne et menée depuis 6 ans au Collège des Explorateurs de Cergy-Pontoise en classe de 3e. L'idée de Jean-Claude de Calonne était simple, former des orchestres à l'école. Des orchestres qui forment les enfants aux instruments de musique. Les instruments, pour la plupart des instruments à vent, car c'est plus facile à aborder, sont prêtés pendant 3 ans. Les élèves choisissent de participer à l'expérience à raison de 3 heures de musique par semaine qui leur apportent les bases de l'alphabet musical et de la technique. Une centaine de classes d'orchestre ont été ainsi lancées en France. Le 19 janvier 2008, la Maison de Radio France a accueilli la première rencontre nationale des orchestres à l'école. Mais il faut savoir que seulement 2% des enfants en France ont accès à la pratique instrumentale à l'école. Voici les témoignages recueillis de cette expérience. Ceux des élèves d'abord, où le mot « plaisir » domine. Le plaisir de jouer ensemble, le plaisir du concert. Cette expérience leur apporte une bonne image d'eux-mêmes, leur apprend à écouter les autres, leur donne tout simplement l'amour de la musique. Le témoignage des professeurs insiste sur le fait que les élèves changent. Ils font d'énormes progrès dans d'autres domaines, notamment dans celui de la rapidité de la lecture, qui est en lien direct avec la rapidité requise pour suivre sa partition. Ils s'investissent davantage. Leur attention et leur concentration sont plus développées. Il n'y a plus de problème de discipline dans ces classes, ni de violence. Il faut dire au passage que l'expérience de l'orchestre est à ce point de vue radical. Le chahut y est absolument impossible. Autre exemple, celui-ci dans le domaine de la pratique du chant choral. La création, dans les quartiers nord de Bondy, en Seine-Saint-Denis, d'une annexe de la maîtrise de Radio France, dirigée par Morgane Jourdain. À l'origine de ce projet, Tony Ramone, que je connaissais bien, chef de la maîtrise de Radio France depuis 1998, mort d'un cancer à 41 ans le 3 septembre 2007. L'école flambant neuve Olympe de Gouges ouvrit le 19 septembre avec le premier groupe d'enfants, 15 jours après sa disparition. Sélectionnés parmi 135 volontaires, 23 élèves de CE1 furent retenus, 8 garçons et 15 filles de 7 et 8 ans, d'une douzaine d'origines différentes. Les critères de cette sélection sont prioritairement l'envie de chanter, dont Morgane Jourdain veut qu'elle devienne un besoin physique, avant de penser à la discipline du travail musical, et aussi les capacités d'attention et de mémorisation, ainsi qu'une certaine prestance. À terme, soit à la rentrée 2010, cette maîtrise sera riche de 60 élèves répartis sur 4 niveaux, du CE1 au CM2. Ces enfants reçoivent sur le temps scolaire des cours de chant choral
formation musicale, technique vocale et piano, à raison de 7 à 8 heures par semaine. Les témoignages des professeurs sont là aussi éloquents. Ils sont épatés par le développement des capacités de mémorisation des enfants. Une Sri-Lankaise arrivée en 2006 en France était en échec scolaire, n'étant pas francophone, et devait être maintenue en CP. Son institutrice déclare « Elle a appris la syntaxe en chantant. Même si elle a encore un déficit de vocabulaire, ce n'est plus une élève en difficulté. » Nous allons aborder maintenant un autre aspect de la puissante influence que peut avoir la pratique de la musique sur le devenir des jeunes. Je veux parler de 2 exemples aussi poignants que magnifiques. Celui de l'Orchestre des jeunes du Venezuela, appelé aussi Orchestre philharmonique Simon Bolivar, et celui de l'Orchestre du Divan, fondé par Daniel Barenboim, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Je dois ajouter que j'ai regardé moi-même avec grand intérêt pratiquement tous les reportages télévisés récemment diffusés concernant les sujets ici traités, car c'est un sujet de grande actualité, et c'est pourquoi je peux en parler en pleine connaissance, mais surtout avec une grande émotion. L'Orchestre des jeunes du Venezuela a été fondé en 1975 par José Antonio Abreu, qui eut l'idée d'apprendre la musique aux enfants des rues pour les sauver de la misère. Dans les bidonvilles de Caracas, 1/3 de la population vit dans l'extrême pauvreté. Et les enfants grandissent dans un environnement dominé par la violence, la drogue et l'absence de perspectives d'avenir. Au Venezuela, 30% de la population a moins de 15 ans. Cet orchestre est aujourd'hui devenu la fondation d'État pour le système national d'orchestre pour les enfants et les jeunes du Venezuela. Fondation appelée de façon plus brève le Sistema. Et grâce à cette initiative, le Venezuela dispose d'un incroyable réseau musical. Environ 120 orchestres de jeunes, 60 orchestres d'enfants et plusieurs chorales, réunissant plus de 110 000 membres. Les instruments sont prêtés, l'enseignement gratuit, à raison de 2 ou 3 heures par semaine. En 1998, l'UNESCO nomme les jeunes membres de l'orchestre ambassadeurs et artistes de la paix, porteurs d'un important message d'espoir. En 2001, José Antonio Abreu a reçu la récompense du Right Livelihood pour sa volonté d'imposer la musique classique comme facteur de progrès social. En recevant son prix à Stockholm, il a déclaré « Un orchestre est bien plus qu'une structure artistique. Pour les musiciens, il s'agit de collaboration, de discipline commune et d'une expérience de vie en communauté. Ces enfants ne feront jamais la guerre. » L'Orchestre philharmonique Simon Bolivar, au sommet de cette formidable pyramide, fait maintenant des tournées mondiales. Il s'est tout dernièrement produit à Salzbourg le 22 septembre dernier, sous la direction d'un jeune chef de 27 ans, Gustavo Dudamel, formé par José Antonio Abreu. Il a été à 25 ans nommé chef principal de l'orchestre de Göteborg en Suède et récemment choisi pour diriger l'Orchestre philharmonique de Los Angeles. « La musique a changé ma vie, dit-il. Lorsque je regarde ce que sont devenus les garçons de mon âge, je constate que beaucoup ont sombré dans la drogue et le crime, mais pas ceux qui faisaient de la musique. » Et il ajoute, quand un enfant a un instrument de musique dans les mains, il change radicalement. Le projet du West Eastern Divan Orchestra, fondé par Daniel Barenboim, est né en 1999 à Weimar avec son ami, l'écrivain palestinien Edward Said, et porte le nom d'un texte de Goethe inspiré par la culture arabe. Il est formé d'Israéliens, de Palestiniens, des Palestiniens d'Israël, des territoires occupés et de l'étranger, de Libanais,
de Syriens, de Jordaniens, de Turcs, d'Iraniens, ainsi que d'Égyptiens, 120 jeunes âgés de 11 à 28 ans. Depuis 2002, il réside chaque été à Séville, en Espagne, qui a connu 7 siècles de vie pacifique entre juifs et musulmans. Le gouvernement andalou a créé en 2004 la Fondation Barenboim Saïd, qui permet entre autres d'accorder des bourses aux musiciens pour continuer leurs études. En 2005, Daniel Barenboim a réussi à faire jouer cet orchestre à Ramallah, en Cisjordanie. Voici ce qu'il en dit. Le voyage à Ramallah a mis l'orchestre à rude épreuve. Certains jeunes n'étaient jamais allés en Palestine. En outre, la loi israélienne interdit aux Israéliens d'entrer en territoire palestinien. La Syrie et le Liban interdisent à leurs ressortissants de traverser le territoire israélien, ce qui est impensable pour parvenir à Ramallah. En fin de compte, la décision d'aller à Ramallah touchait au cœur du conflit israélo-palestinien. Des passeports diplomatiques furent enfin donnés par le gouvernement espagnol à tous les musiciens. Une jeune Israélienne, à l'issue du concert, témoignait « Je ne pensais pas qu'on y arriverait, je ne pensais pas que c'était si facile ». Daniel Barenboim refuse de dire du Divan Orchestra qu'il est un orchestre pour la paix. Au contraire, dit-il, nous essayons de vivre avec nos dissemblances, en acceptant la légitimité du point de vue de l'autre. Bon nombre des membres du Divan Orchestra découvrent la douleur du récit de l'autre partie pour la première fois à l'occasion de ce stage. C'est un choc qui oblige à penser. La musique nous enseigne qu'il n'existe rien qui ne contienne son parallèle ou son contraire. Même si elle est incapable de régler le moindre problème, elle peut nous apprendre à réfléchir. C'est une école de vie. Comme le disait encore Aristote, rien n'est plus puissant que les rythmes et les chants de la musique pour imiter aussi réellement que possible la colère, la bonté, le courage, la sagesse même, et aussi tous les sentiments opposés à cela. La musique désamorce la violence. Si je n'avais pas rencontré la musique à l'âge de 17 ans, j'aurais pu être une bombe suicide, confesse Ramzi, palestinien, musicien de l'orchestre. Le Divan Orchestra s'est produit salle Pleyel le 25 août dernier. Ce soir-là, Daniel Barenboim a pris la parole en disant « Ce qui est possible à Paris et dans la plupart des grandes capitales européennes, il faut que ce le soit aussi dans tous les pays dont sont issus ces jeunes gens. » Il a quitté la scène en lançant cet appel « Aidez-nous ». Nous ne pouvons qu'atténuer la haine, disait le violoncelliste catalan Pablo Casals, exilé à Prades durant la guerre d'Espagne et qui s'est dépensé sans compter auprès des réfugiés espagnols. Nous ne pouvons qu'atténuer la haine. Cette expérience n'amènera pas la paix, mais peut ouvrir une troisième voie, celle d'apprendre à vivre en respectant la légitimité de l'autre. Puissent ces jeunes musiciens apporter au monde d'aujourd'hui de nouvelles ouvertures. La musique éveille le temps. Tel est le titre du livre que Daniel Barenboim vient de publier. Éveil des sens et de l'esprit, éveil des consciences, éveil à un autre humanisme, celui que Beethoven a passionnément tenté d'évoquer en écrivant l'hymne à la joie. Merci, chers confrères. Je donne maintenant la parole à Monsieur Franciscus Verhelen, délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour son discours intitulé « Éducation en Asie, des enjeux pertinents pour l'Europe ». L'éducation en Asie est la résultante de la rencontre de plusieurs traditions. D'abord, l'influence chinoise,
qui en matière d'éducation s'étend à l'ensemble du monde sinisé, Corée, Japon, Vietnam, ainsi qu'à la diaspora chinoise d'Asie et d'Amérique du Nord. D'autre part, l'hindouisation de l'Asie du Sud-Est, puis l'indianisation de l'Asie tout entière par la diffusion du bouddhisme, ont à leur tour respectivement répandu systèmes d'écriture et conceptions relatives à la mémorisation, à l'initiation, à la libération par les savoirs. Enfin, après avoir vécu les effets de l'expansion de l'islam et des puissances européennes en Asie, et ceux de la suprématie scientifique et technologique de l'Occident, nombre de pays d'Asie relèvent avec énergie le défi de la mondialisation de l'éducation. La philosophie chinoise de l'éducation se fonde sur le postulat confucien selon lequel l'homme est bon de manière innée. Ce postulat est formulé au IVe siècle avant notre ère par le philosophe Mencius, dans le contexte d'un débat plus vaste sur le pouvoir politique et la nature humaine à l'époque des royaumes combattants. Selon Mencius, cette disposition bonne comporte le germe de 4 vertus cardinales: l'humanité, la rectitude, la bienséance et la sagesse. Chaque être humain est en mesure de réaliser ce potentiel par une éducation morale et intellectuelle. Au XIIe siècle, le philosophe néo-confucien Zhu Xi, influencé par les doctrines bouddhistes et taoïstes relatives à la nature humaine, qui avait gagné la Chine durant l'époque médiévale, va joindre à la vocation primitive de l'éducation de Mencius, celle de faire fructifier les germes innés du bien, une seconde finalité visant à supprimer les désirs de l'homme, à maîtriser ses instincts égoïstes et à les libérer des attachements pernicieux inhérents à sa condition. Désormais, l'éducation en Chine comporte 2 versants, l'un nourricier, l'autre répressif, répondant à 2 visions distinctes de l'être humain. Comme l'a montré admirablement notre confrère Jacques Gernet, l'expansion des entreprises d'éducation coïncide en Chine, comme plus tard en Europe, avec celle du livre imprimé. Une littérature pédagogique éclot avec l'élaboration d'une véritable théorie de l'éducation. On inculque à l'enfant une morale du comportement, suivent l'apprentissage des rites et de l'écriture, puis l'initiation aux connaissances et au raisonnement, entendu pour l'essentiel dans le cadre du canon littéraire et de philosophie morale. La réflexion de Zhu Xi sur l'éducation ne se limite pas à la seule formation de la classe des lettrés et des élites de l'État au sein des académies privées. Elle s'intéresse également aux rites familiaux, à l'organisation communautaire, à l'instruction publique destinée à la société dans son ensemble. Entre le XIIe et le XIXe siècle, la pensée de Zhu Xi relative à l'éducation atteint la Corée, le Japon, les mondes mandchous et mongols, le Vietnam. Cette pensée imprègne encore aujourd'hui les valeurs sociales et culturelles qui portent les sociétés dans les pays d'Asie orientale. La discipline de soi, la solidarité familiale, la moralité publique, l'importance des études, des savoirs, de l'érudition. Le système éducatif en Chine, au Japon et en Corée est fortement marqué par la culture du concours. L'idée de soumettre à un examen d'aptitude les candidats au poste de l'administration impériale remonte en Chine à l'époque des Han antérieures, IIe siècle avant notre ère. Le concours devient à la fin de l'époque médiévale l'instrument politique permettant au pouvoir impérial d'opérer la sélection pour les postes fonctionnaires, jusqu'alors pourvus par privilèges nobiliaires. À l'apogée de son élaboration sous la dynastie des Qing, la dernière de l'Empire chinois, l'admission à la fonction publique s'apparente, pour l'étudiant qui n'est soumis à aucune discrimination d'ordre social, à une longue course d'obstacles du district à la province. Cette course aboutit, dans le meilleur et le plus rare des cas, à l'admission au concours de la capitale et enfin à l'examen du palais. Ce système de formation fut remarqué des philosophes des Lumières. Qu'il soit rappelé au passage que Voltaire,
sous couvert de vanter les institutions de la Chine, traiter de l'actualité en France. Le concours d'accès à la fonction publique en Chine s'avère débilitant au crépuscule de l'Empire, en raison de son immobilisme et ses archaïsmes. Il sera aboli en 1904. La Chine républicaine se lancera alors à la recherche d'un modèle moderne d'éducation inspiré par celui du Japon. Ce modèle cédera avec l'ascension au pouvoir de Mao Zedong au radicalisme du grand bond en avant, puis de la révolution culturelle, succession d'épisodes tragiques qui ne se ferment qu'avec la mort de Mao Zedong, suivie de l'ouverture sous Deng Xiaoping en 1978. Les premiers étudiants, sélectionnés à nouveau par voie de concours national, entrent à l'université, alors peuplée exclusivement d'étudiants dits ouvriers, paysans, soldats. La génération perdue, celle des jeunes instruits envoyés à la campagne pour effectuer des travaux manuels, fait place à celle qui sera appelée à gérer en très peu de temps l'intégration de la Chine dans l'économie mondiale. On se rappelle que la Chine demande à retrouver son statut de partie contractante à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en 1986 et accède à l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en 2001, seulement 25 ans, soit une génération après la mort de Mao. Quels sont alors, pour l'enseignement supérieur, les enjeux de l'ouverture de la Chine sur le monde? La première priorité consiste à intégrer les savoirs et les savoir-faire étrangers et à les adapter aux besoins économiques de la Chine. Ce processus est marqué par la tension entre, d'un côté, ouverture et internationalisation, et d'un autre, rétention et censure jugées nécessaires pour le maintien du contrôle. À l'heure actuelle, la référence pour les universitaires chinois est sans conteste l'Occident, suivi du Japon. Les universités chinoises, comme celles de Corée du Sud, affichent la forte ambition de rejoindre rapidement les institutions en tête du classement académique mondial des universités, publié depuis 2003 par l'Université de Jiaotong de Shanghai. Or, les universités de Chine y occupent un rang modeste, au-dessous de la 200e place. Les institutions les mieux classées correspondent au modèle de l'université de recherche, préconisée au XIXe siècle par Wilhelm von Humboldt, élu en 1825 membre associé étranger de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Humboldt maintenait qu'au sein des institutions, toute séparation artificielle entre enseignement et recherche ne pouvait s'opérer qu'au détriment des deux. Sa conception de l'université moderne comme foyer de recherche suscite à la fin du XIXe siècle la création de plusieurs grandes universités américaines, dont celle de Chicago, ainsi que la refonte des plus anciennes, comme celle de Harvard. Avec la croissance rapide du secteur de l'enseignement supérieur, le nombre des étudiants en Chine a doublé entre 2003 et 2008. Les crédits par étudiant alloués par l'État sont en diminution. Certains pays, comme le Japon, privilégient l'option de concentrer les subventions de l'État sur les centres d'excellence nationaux. De manière générale, les institutions se voient obligées de trouver un complément important de ressources. Elles mettent en place des évaluations de leurs performances et leur mode de gestion intègre des critères d'efficacité. De ce fait, le statut des établissements universitaires se diversifie. En Inde, il varie depuis les universités quasiment gratuites, relevant entièrement de l'État, en passant par les grandes écoles à statut mixte, sous tutelle de l'État, mais largement financées par les droits de scolarité et les entreprises, jusqu'aux établissements entièrement privés. Dans le sillage de la crise financière asiatique de 1997 et 1998, le débat quant aux facteurs déterminants du développement économique s'est focalisé sur l'innovation scientifique. Les grandes puissances émergentes d'Asie marquent désormais leur détermination
à développer une capacité d'innovation propre. L'objectif de l'Inde est d'être le futur pôle mondial des savoirs, en misant sur les formations professionnelles, notamment en ingénierie, gestion, droit et médecine, via les instituts indiens de technologie et de gestion qui sont déjà de niveau international. En Chine, la campagne pour une société d'information d'ici l'an 2020 s'adresse particulièrement aux universités. En parallèle avec la réforme des universités, une restructuration volontariste de l'Académie des sciences de Chine est engagée. Rappelons que l'Académie des sciences de Chine a été créée en 1949, à l'image de l'Académie des sciences de l'URSS, avec le monopole sur la recherche scientifique et la responsabilité du programme des armements stratégiques. Les universités furent alors reléguées au rôle de dispensatrices d'enseignement. Après l'ouverture sous Deng Xiaoping, les interrogations quant à la pertinence de l'institution se sont multipliées. L'Académie doit faire preuve de son utilité pour la société et évoluer avec la transition de l'économie planifiée vers une économie de marché. Un programme de réforme sur 12 ans est lancé en 1999 avec un double objectif: réduire d'un tiers le nombre des instituts de recherche sous la tutelle de l'Académie et diviser par 2 le nombre de ses 50 000 employés. Il s'agit, selon le président de l'Académie, de remédier, je cite, à une redondance considérable accumulée au cours d'un demi-siècle, de dynamiser la structure des emplois restants en employant les chercheurs que sous contrat, selon le modèle, dit-il, de la plupart des pays développés. Fin de citation. Le bol à riz en fer, soit l'emploi à vie garanti par l'État, cède le pas à des dispositifs plus incitatifs. La consolidation des instituts de l'Académie se poursuit durant l'actuelle phase finale de la réforme entre 2006 et 2010. L'objectif est de ne conserver que 30 centres de recherche qui soient reconnus au plan international, dont 5 devraient figurer parmi les leaders mondiaux dans leur domaine de spécialité. En février 2005, dans un dossier sur l'enseignement supérieur dans le monde, la revue The Economist constate la fin de 3 dogmes. Primo, le cadre strictement national d'un enseignement supérieur, surtout destiné aux étudiants du pays. Secondo, la définition et la gestion gouvernementale de l'enseignement supérieur. Et tertio, le caractère non concurrentiel et non générateur de profit de l'enseignement supérieur. 2 tendances se dessinent selon ce rapport. L'internationalisation, un pourcentage croissant d'étudiants fait tout ou partie de ces études à l'étranger, et la compétition, la plupart des universités concourent pour les crédits et les talents. L'étudiant passe du statut d'usager à celui de consommateur. Une différenciation s'instaure selon la capacité des établissements à attirer plus ou moins d'étudiants, d'enseignants-chercheurs et de financements externes. À noter que les étudiants étrangers sont rarement attirés par la gratuité, mais plutôt par la renommée des institutions. En effet, ils acceptent de payer un tarif plus élevé que celui qui s'applique aux ressortissants du pays et deviennent une source significative de financement pour certaines universités. Les services d'éducation fournis dans des conditions commerciales sont depuis l'an 2000 inscrits au programme des négociations de l'accord général sur le commerce des services de l'OMC. Nombre d'établissements d'enseignement supérieur ciblent le marché des étudiants asiatiques par des campagnes de recrutement sur place et par la création de filières en Asie. La libéralisation conduit certains établissements d'enseignement supérieur à privilégier les secteurs porteurs et à délaisser les sciences humaines. Ceci va du reste à l'encontre du désir qu'ont les puissances asiatiques de projeter sur la scène mondiale une image prestigieuse de leur civilisation. L'Association confucienne, par exemple, porte-parole officielle du confucianisme en Chine aujourd'hui, promeut cette philosophie comme fondement idéologique de la société dite harmonieuse.
et par le biais de l'implantation à l'étranger des instituts Confucius comme instrument de relations culturelles extérieures. Comme à Singapour, le confucianisme harmonieux prône éducation, travail, obéissance, moralité sociale et met en avant une économie moderne et dynamique dirigée par l'État. Grâce à la primauté donnée à l'éducation, cette idéologie fait bon ménage avec le développement économique fondé sur le savoir. On passe, en Chine comme ailleurs, d'un système qui conçoit l'éducation comme prescriptrice d'un comportement social, valable dans une enceinte nationale, à un système qui envisage l'éducation essentiellement sous l'angle de l'instruction et de l'apprentissage des savoirs dans un cadre mondialisé. Quels enjeux pour l'Europe? L'accès à l'enseignement supérieur en Chine a quadruplé en 8 ans, pour atteindre en 2006 22% de la classe d'âge, avec toutefois des disparités régionales importantes. Les diplômés chinois sont au nombre de 5,6 millions en 2008, soit plus que la population du Danemark, dont 600 000 ingénieurs. La Chine est en tête des prestataires de services d'éducation supérieure dans le monde. Il est intéressant de constater que les autorités chinoises se préoccupent du fait que la croissance vers un système éducatif de masse demeure compatible avec ce que peut absorber le marché du travail. Une inflexion dans le taux de croissance est vraisemblable. Par ailleurs, les flux migratoires des étudiants asiatiques qui partent à l'étranger ne peuvent être ignorés. En 2005, 24% des doctorats en sciences et ingénierie aux États-Unis ont été obtenus par des étudiants asiatiques qui possédaient des visas d'études temporaires. L'impulsion volontariste de la réforme de l'enseignement supérieur en Chine n'est pas isolée en Asie. Plusieurs démocraties voisines, Japon, République de Corée, Taïwan, ont déjà mené à bien des réformes tout aussi sensibles de leur secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Au niveau mondial, ces réformes placent haut la barre pour celles qui sont envisagées en Europe depuis le Conseil de Lisbonne de mars 2000 et qui visent à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et la création d'une société de la connaissance. Citons quelques réalisations. Avec la mise en place du nouveau système licence, master, doctorat, en 2007, les 3/4 des pays de l'Union européenne voient déjà 60% de leurs étudiants inscrits dans des cursus compatibles avec ce nouveau système, susceptibles de favoriser les échanges et les équivalences. L'Allemagne et le Royaume-Uni ont autorisé la hausse des droits d'entrée qui peuvent atteindre 1 000 € et 3 000 livres respectivement, en encourageant la promotion de l'excellence et la compétition entre universités. Les Pays-Bas, dans le même esprit, ont rendu leurs universités largement autonomes. En France, la loi votée le 1er août 2007 confère aux universités une autonomie concernant la gouvernance, le budget, la gestion des ressources humaines, avec la possibilité d'engager des enseignants-chercheurs contractuels et l'accession à la propriété. La création de la Toulouse School of Economics au sein de l'Université de Toulouse 1 constitue à ce titre un événement notable. Les comparaisons entre l'Europe et l'Asie ont de toute évidence leurs limites et ne sauraient être abordées sur un mode prescriptif, ne serait-ce qu'à cause des échelles de population. Celle de la Chine ou de l'Inde représente 2 à 3 fois celle cumulée des 27 pays de l'Union européenne. Le cas de l'Asie paraît néanmoins digne d'intérêt à l'heure de l'ouverture du secteur de l'éducation supérieure et de la mise en concurrence des établissements au plan mondial. Le fait d'embrasser les défis de la mondialisation n'a pas conduit la Chine ou l'Inde à renier leurs héritages respectifs séculaires en matière d'éducation. À leurs yeux, l'émulation des acteurs les plus performants n'exclut nullement de faire valoir une influence réformatrice sur les normes internationales. L'ouverture de l'Asie au monde et ses investissements considérables en matière d'éducation
présente un enjeu capital pour l'Asie, mais aussi l'occasion d'un réveil pour les retardataires dans la compétition mondiale. Merci, chers confrères. Je donne maintenant la parole à Madame Jacqueline de Romilly pour son discours intitulé « Enseignement et éducation ». Permettez-moi d'abord, Monsieur le Président, de présenter mes excuses à mes confrères qui me voient siéger à une place à laquelle je n'ai nullement droit. Ce n'est pas le résultat d'intrigues sordides de ma part, mais de votre sollicitude pour mon grand âge, sachant qu'il est moins fatigant de parler assis que debout. Pardon et merci. Enseignement et éducation sont deux mots presque synonymes et qui peuvent très bien s'employer dans la même valeur comme équivalent. Il y a cependant une nuance. L'éducation et l'enseignement présentent cette différence que l'enseignement consiste avant tout à dispenser des connaissances intellectuelles, et le mot éducation, qui a pu s'employer pour des animaux, désigne le fait de mener un être à l'accomplissement de ses qualités propres. Pour l'homme, les qualités dites humaines sont non seulement les qualités de l'esprit, mais du caractère, de la sensibilité et de l'aptitude à la vie en société. Naturellement, de ces deux notions, enseignement et éducation, aucune des deux ne va vraiment jamais tout à fait sans l'autre. Mais il se trouve que depuis quelques décennies, on a vu surgir une sorte de divorce entre ces deux orientations. Et il en a résulté une crise qui m'a paru grave et pour laquelle j'ai souhaité vous dire quelques mots dans cette occasion et dans ce lieu particulièrement solennel. Les causes de cette crise sont, je crois, évidentes. Elle n'est due ni à un gouvernement, ni à une administration, mais à un ensemble de tendances qui se sont peu à peu développées dans l'opinion en général. Il y a d'abord l'attrait légitime et réel des découvertes scientifiques ou techniques de notre époque, qui a eu pour effet de faire abandonner, mépriser un peu ce qui devait le compléter. Il y a surtout l'urgence créée par les difficultés sociales ou économiques qui exige que l'on trouve un gagne-pain rapidement. Il y a d'autre part le respect passionné de la liberté de l'enfant, respect qui va souvent à l'encontre de ses intérêts. Et tout ceci se passe à un moment où l'influence éducative de la religion ou de la famille se sont trouvées beaucoup amoindries. Le résultat a été que toutes les parties de l'enseignement, toutes les disciplines qui visaient plus spécialement à cette formation de l'homme au sens large ont été peu à peu amoindries, rejetées, écartées. Cela est vrai de beaucoup, et ayant consacré tant et tant d'années à m'occuper d'enseignement,
j'ai souhaité aujourd'hui évoquer 2 ou 3 des disciplines ou voire des méthodes qui ont ainsi été amoindries et rejetées, en partie ou tout à fait, alors qu'elles ont une réelle utilité dans la réussite de la vie pratique, mais qu'elles ont de plus une utilité tout à fait exceptionnelle dans le domaine de la formation morale. Et pour commencer, parlant au nom de l'Académie française, je souhaiterais donner la première place à la maîtrise de notre langue. Personne ne peut nier que les exigences en ce domaine aient depuis bien des années diminué et diminué au point d'arriver à une situation consternante. Pourtant, la vraie maîtrise de la langue, de notre langue, cela représente de façon pratique pour toute la vie une utilité constante et indispensable. Cela commence avec le premier entretien que l'on a pour obtenir un emploi. Cela continue avec la défense de n'importe quel projet entre égaux, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine politique. Et cela continue avec le vrai maniement d'une pensée personnelle qui est alors utile pour tous. C'est pas mal, mais il y a plus. Si l'on regarde les conséquences de l'incapacité à manier notre propre langue, on en découvre un bon nombre, mais parmi elles, par exemple, le recours à la violence. Parce qu'on ne trouve pas ces mots, on en vient au coup. Et parce que l'on ne comprend pas bien ce que veut dire l'adversaire, on s'entête en vaines querelles. Une vraie facilité à manier correctement la langue française, à s'expliquer clairement, n'est donc pas du tout une élégance vaine et gratuite. C'est, je crois, un des plus sûrs moyens, et en tout cas un moyen indispensable de développer chez l'enfant, chez le jeune, le progrès d'ordre moral et développer aussi le progrès de la société à laquelle il participe. Mais attention, si l'on parle de bien comprendre la pensée des autres, cela implique aussi de bien comprendre la pensée des gens du passé. Et là, nous trouvons un second aspect de cette crise, à mon avis, fâcheux. Trop de jeunes, à l'heure actuelle, semblent penser, même quand ils ont fait de l'histoire, et sérieusement, ils semblent penser que la réalité commence au jour de leur naissance. Tout ce qui est avant, c'est un mélange confus, un magma indifférencié, une sorte de temps virtuel. De plus, les moyens d'information et de diffusion de notre époque font que l'on présente volontiers toutes les œuvres et tous les moments de l'histoire ensemble sur nos écrans comme s'ils étaient contemporains. Et souvent même, hélas, on modifie les œuvres un tout petit peu, un peu plus, pour, comme on dit, les adapter au goût du jour. J'ai eu beaucoup de preuves et d'exemples
de cette fâcheuse tendance. Elle a été évoquée dans des récits, des œuvres sur des sociétés à venir. Mais dans l'enseignement, elle est déjà parfaitement et clairement sensible. Je ne vous citerai qu'un exemple extrêmement personnel. C'est celui de cet élève, déjà adulte, qui m'a un jour demandé très gentiment si ces langues mortes que j'enseignais, à savoir le latin et le grec, étaient déjà mortes quand j'étais encore jeune fille, ou si c'était arrivé depuis lors. Et encore, j'étais moins âgée à ce moment-là. Elle n'avait même pas cette excuse. Même les erreurs du passé, quand elles ont été dominées et comprises, sont d'une grande utilité. Autrement, on est voué au sort de ces jeunes adolescents rejetés sur une île déserte et s'efforçant en vain de fonder une société, ce qui tourne au désastre, car ils n'ont pas, pour les aider, la connaissance d'un passé. C'est le sujet du livre célèbre de William Golding, Sa Majesté des mouches. Il est quand même, vous savez, surprenant de se dire qu'à notre époque, on voit ce désir si vif et si louable chez tout le monde d'aller partout chercher à connaître tous ceux qui sont nos contemporains à travers la planète, et qu'en même temps, il existe ce refus de connaître un passé qui est notre vie. Et en fait, il serait grand temps de communiquer à tous cette idée que tout avenir se construit en fonction d'un passé qui vous aide et vous porte plus loin. Mais ce passé, cette connaissance du passé, ainsi rendu proche et capable d'action, où la trouve-t-on? Eh bien, en grande partie, avant tout, dans la littérature. Et là est, à mes yeux, la merveille. On la trouve dans les textes français ou étrangers, modernes ou anciens. Et c'est une grosse erreur, je crois, de penser que l'enseignement de la littérature est une sorte d'élégance superflue. Tout au contraire, c'est là que nous puisons beaucoup de nos idées de la vie. Et le détour par les textes, je dis détour, mais je veux dire que c'est souvent le moyen le plus direct de la formation de l'homme. Ces textes nous apportent quoi? Tout. Les raisonnements, les analyses, les idées, mais aussi les personnages, les images, les mythes, les rêves auxquels se sont complus tous les gens du passé. Ils nous ont un jour émus parce qu'ils étaient exprimés ou décrits avec force. Et ainsi, cette expérience est devenue, s'intègre à la nôtre. Je sais bien que tous les enfants ne pousseront pas très loin ces études littéraires. Les plus jeunes, dans les petites classes seulement, n'en auront qu'une connaissance superficielle. Je le regrette d'ailleurs, mais c'est ainsi. Et je crois que ça ne fait rien. Ça ne fait rien.
même une simple fable de La Fontaine, c'est déjà quelque chose. Et même les jeunes comprennent déjà beaucoup et tirent déjà beaucoup d'une simple fable de La Fontaine. Tout compte, à condition que les choses soient présentées dans un contact direct et de façon à toucher ceux qui écoutent. Mais ici, je dois évoquer une nouvelle petite difficulté qui est d'ordre de méthode. Trop de méthodes pédagogiques à l'heure actuelle insistent avant tout sur la nécessité de faire réécrire le texte par l'enfant avec ses propres mots, ce qui est un très bon exercice qui a seulement l'inconvénient de faire perdre à ce texte toute sa force. En réalité, il faut qu'il y ait un vrai contact avec ce texte. Et l'idéal de l'enseignement littéraire, c'est justement d'établir ce contact sans écran, sans obstacle, de façon complète et directe, pour que puisse se former chez l'un ou chez l'autre, un jour ou un autre, cette réaction, soit d'indignation, soit de ferveur, qui, peu à peu, s'additionnant, constitue notre être intérieur. Protagoras, au 5e siècle avant Jésus-Christ, disait déjà, dans Platon, que c'était très bien que les jeunes Athéniens étudient le texte d'Homère, qui, entre parenthèses, était de 3 siècles antérieurs. Que c'était très bien, car ils trouvaient là des modèles de vie héroïques et qu'ainsi ils y puisaient le désir de les imiter. Nous n'allons pas tout à fait aussi loin aujourd'hui et je ne crois pas que nous placions en tête de tout les vertus héroïques. Mais il reste que dans leur diversité même, les textes apportent aux jeunes, dit de façon frappante, ce qu'ils n'auraient jamais connu dans leur expérience propre, nécessairement limitée. Ils s'en pénètrent et peu à peu se forme ainsi une impression presque inconsciente mais durable qui s'intègre à leur personnalité. Et souvent, cela reste. Cela peut quelquefois susciter de nouvelles créations littéraires, de nouveaux chefs-d'œuvre. Par exemple, pour les souvenirs grecs, avec le cas de Giraudoux, de Sartre ou de tant d'autres. Mais je crois que cela reste aussi dans chacun de nous. Qu'on en ait conscience ou pas, qu'on les pressentit sur le moment ou pas, cela reste comme des présences cachées, presque oubliées, mais ineffaçables. Et à ces présences, je précise que s'ajoute une idée précieuse entre toutes en notre temps, qui est l'idée même de la beauté. Tout ça est très bien, mais on me dira que je n'ai pas parlé du grec et qu'on ne me reconnaît pas. C'est une erreur. J'ai parlé du grec tout le temps. Car s'il y a une discipline qui est souffert presque jusqu'à mourir de ce divorce dont j'ai parlé, alors qu'elle avait une telle richesse dans l'autre domaine, le domaine de l'éducation morale, c'est bien le grec.
Donc vous aurez compris que j'en parlais quand je n'en parlais pas. En tout cas, forte du souvenir de cet enseignement qui était aussi au sens fort une éducation, j'ai songé un moment à transposer pour vous le titre célèbre qui vous évoquera immédiatement quelque chose en disant « cet enseignement rayonnant, cette éducation rayonnante, elle a existé, je l'ai rencontrée. » Mais j'ai voulu le faire, je ne le fais pas, car je ne voudrais pas avoir l'air de raconter des souvenirs d'autrefois, malgré le fameux grand âge. Je ne voudrais pas non plus avoir l'air de parler d'une éducation aujourd'hui périmée. J'ai employé le mot de crise au début, et qui dit crise suppose un redressement possible. Et il y en a déjà des signes avant-coureurs. Nous avons des protections précieuses entre tous. Nous avons des lettres très nombreuses qui montrent une aspiration déjà largement répandue pour un sursaut. Et des livres, il en paraît plusieurs chaque année en ce moment, allant dans le même sens. Je dirais qu'un sursaut est possible si l'on se rend compte de l'élan nécessaire pour dominer le malentendu, le déséquilibre, le divorce dont j'ai parlé. Il ne s'agit pas du tout de revenir au passé. Il s'agit de rétablir cet équilibre qui a été, pour les raisons que j'ai dites, si dangereusement affaibli puis écarté, et de préparer ainsi un avenir qui serait meilleur. Je crois que cela est possible. Je crois que chacun de vous, si vous en êtes un peu convaincu, vous pouvez aider à faciliter ce sursaut. Et je vous en suis à l'avance reconnaissante. Et je vous remercie aussi de votre attention. Merci. Merci, chers confrères. Merci, madame. La séance est levée.